pour commencer le dépôt, normalement, donc, les personnes déférées arrivent effectivement par la porte que vous venez de voir et attendent qu'on commence, non pas vraiment à les appeler nommément, parce que c'est beaucoup plus efficace de leur demander tout simplement quel est votre nom. Lesquels noms vont correspondre a priori à la liste des fiches qui sont disposées ici en exemple et qui correspondent à la liste des personnes déférées du jour. Donc cette première liste en fait est obtenue par une copie qui est effectuée par un fonctionnaire le matin de très bonne heure. À l'heure actuelle, c'est tout simplement transmis par informatique, mais à l'époque, il y a quelques années encore, jusqu'en 2005 grosso modo, cette pratique se faisait encore à la main. Et cette copie servait donc pour extraire toutes les fiches correspondantes nominativement aux personnes déférées, donc à extraire du fichier phonétique du SRIJ de Paris, ou parfois, le plus souvent d'ailleurs, dans le lot de fiches qui ont été constituées la veille suite aux infractions constatées dans les commissariats et lesquels commissariats nous amenaient donc les personnes à signaliser à l'IJ. Donc tout cet ensemble de fiches prélevées dans le fichier et à disposition depuis la veille donc, sont récupérées selon la liste copiée. Et c'est dans cette série de listes de fiches que l'on va piocher pour savoir, par exemple, quel est votre nom. Et la personne va me donner le nom, voilà, qu'elle a utilisé, parce qu'on n'est pas sûr évidemment que ce soit le véritable état civil. Je vais regarder dans cette liste de fiches si j'ai un Dupont correspondant. Je sors le Dupont s'il existe. 3 cas. Soit effectivement j'ai une fiche correspondante et à ce moment-là, je vais recopier les éléments qui correspondent à l'infraction, la date de signalisation et le service d'origine de la procédure. Par exemple, Monsieur Dupont, vous êtes connu pour vol et je vais donc recopier en face de la fiche Dupont qui correspond, prénom et date de naissance correspondante à la copie. Je vais donc recopier également le motif de l'infraction et le service qui a procédé à cette signalisation et à cette procédure plus exactement. Je vais rajouter également la date de signalisation. Alors, ces opérations en fait, de vérification d'état civil vont se passer sur les chaises, les postes que vous voyez à ma droite. Jusqu'à peu près du fond jusqu'à ici, les 3 premiers, en fait, dans les anciens temps, étaient occupés par des opérateurs qui vérifiaient ce que je viens d'expliquer brièvement. Ce poste ici, immédiatement à ma droite, était en fait occupé par le chef du dépôt. Et ce poste ici, occupé par le vérificateur, c'est-à-dire celui qui a normalement le meilleur coup d'œil et qui est apte en un clin d'œil de comparer donc l'index que l'on va apposer de M. Dupont avec la fiche qui a déjà été trouvée dans le fichier. Donc, au fil du temps, ça a un petit peu évolué comme organisation, mais globalement, on est dans cette organisation typique. Donc, M. Dupont, on va supposer qu'il est connu sous le même nom. J'ai rempli tout l'état civil. C'est communiqué ici au niveau du poste de la vérification, qui vérifie que tout est bien complet et qui va apposer l'index gauche de M. Dupont, d'abord sur un petit papier, on va dire, pas forcément brouillon, mais soit le bulletin photo, on va en parler après, soit un morceau de papier qui va permettre de vérifier qu'il s'agit bien du même index. Parce qu'on ne va pas apposer un index par erreur et puis après on ne va pas barrer, bien évidemment. Si on est sûr, après vérification, qu'il s'agit bien de l'index gauche de M. Dupont, je vais donc disposer la fiche sur la petite planchette, ici, et apposer l'index gauche en vis-à-vis, juste en face des mentions du motif et du service à l'origine de la procédure que je viens de copier. Ça, c'est un cas. Il est connu sous le même nom. On peut très bien avoir également une personne qui n'est pas connue a priori sous cet état civil. Et donc, on aura préparé préalablement, en fonction de, toujours pareil, de cette liste qui a été copiée, on aura copié Monsieur Dupont ou peut-être Monsieur Durand. Alors, Durand, effectivement, je ne l'ai pas dans ma liste de fiches déjà pré-remplie ou existante dans le fichier. Donc je vais en créer une, tout simplement. Et une signalisation, comme cela a déjà été expliqué antérieurement, pour l'IJ, c'est toujours 2 fiches.
qui vont alimenter deux fichiers distincts et complémentaires. Donc Monsieur Durand, eh bien, on va lui remplir exactement l'état civil, le prénom, la date de naissance correspondante à celle du déferrement, le motif, bien évidemment, le service et la date de signalisation. Ça, c'est le deuxième cas. Dans les cas où la personne n'ait jamais été signalisée, comme ce que je viens d'évoquer, on va également compléter cette signalisation donc, par les empreintes digitales, bien sûr, puis par la prise photographique. Dans le cas où la personne est connue sous le même nom, il se peut très bien que la photo soit ancienne. On estime à l'époque qu'on va recommencer une photo au bout de 3 ans ou 1 an pour une personne mineure. Donc si la personne est connue sous le même nom, comme M. Dupont, eh bien on va également vérifier que cette photo n'est pas trop ancienne. On imagine qu'elle est un peu ancienne et là on va donc également préparer ce bulletin photo sur lequel j'aurai reporté les mêmes mentions d'état civil et de motif, mais surtout je vais apposer au verso l'index gauche qui servira ensuite pour la prise photographique. On le verra un peu plus tard. Et troisième cas, Monsieur Dupont, par exemple, effectivement est bien connu, n'a pas besoin d'une nouvelle photographie, puisque la dernière date d'il y a 1 an, Monsieur Dupont étant adulte, eh bien Monsieur Dupont a terminé. On va lui dire, vous repassez derrière, d'où la barre de séparation, vous repassez derrière, et il prendra à la porte de sortie qui est au fond, et il retournera en cellule. Et lui, il aura terminé son dépôt. Alors une fois cette opération terminée, donc la vérification étant réalisée, le même vérificateur s'assure du motif et pour une raison simple, c'est qu'avec l'équipe de la dactyloscopie est associé, en tout cas dans les temps les plus anciens, un dactylotechnicien, en fait, on va dire un petit peu dans le jargon interne de notre service, la section des 3S, qui s'occupe des traces. En effet, il y a certains motifs, comme les fractions par exemple, qui vont intéresser particulièrement cette section, puisque ce sont des motifs qui laissent des traces. Donc là, ils vont faire l'objet d'une signalisation supplémentaire pour le compte de cette section. Ils seront donc désignés en attente dans ce secteur du dépôt. Donc une fois qu'ils quittent tous cette section de l'état civil, avant la prise d'empreinte, on va se diriger vers le signalement, la partie signalement, avec les mensurations, avec cet appareil-là qui permet justement de mesurer, donc une toise tout simplement, qui permet de mesurer la personne. C'est une des dernières mensurations de Bertillon que nous conservons. On en profite aussi pour relever les marques particulières et les tatouages. Alors selon un mode, on va dire, relativement d'observation certes, mais que l'on va noter, pour les plus anciens en tout cas d'entre nous qui l'ont pratiqué encore, une sténographie en fait, qui va correspondre à la description rapide des cicatrices, donc face antérieure, postérieure, la forme, la taille, etc. Et à chaque élément, tatouage ou n'importe, chaque élément va faire l'objet d'une sténo justement. Donc on a quand même cette partie de la fiche, donc des éléments un petit peu difficiles à lire, ce n'est pas introduit dans cet alphabet quelque part. Voilà, cette opération est relativement rapide et ensuite on passe aux empreintes digitales. Alors, l'étape suivante, effectivement, c'est le relevé d'empreinte. Donc, on a dit tout à l'heure que le relevé d'empreinte, à ce niveau-là, va concerner une personne qui n'est pas a priori connue, en tout cas sous l'état civil sous lequel elle est déférée. Donc, on arrive avec les 3 fiches, les 2 qui vont alimenter nos 2 fichiers, la dactyloscopie, et le petit bulletin photo, puisqu'une personne nouvelle, fatalement, on va la photographier. Pour le moment, ce petit bulletin, il va attendre l'étape suivante. Et là, on va s'occuper essentiellement de la signalisation proprement dite, enfin du relevé d'empreinte. On dispose des fiches dans ce gabarit, vous voyez qu'ils ne sont pas tout à fait de la même taille, puisque les 2 fiches sont très légèrement différentes, et on les dispose de façon à présenter, premièrement, la main gauche.
En principe, on aura rempli au poste précédent les mentions d'état civil, de motifs, etc. Et donc, on va compléter par l'empreinte digitale. Donc, pour commencer, normalement, on utilise l'encre dans ces tubes-là, que l'on dispose sur cette partie-là. On étale complètement de manière homogène, de façon à ne pas créer des pâtés. On prélève l'encre que l'on va disposer sur cette plaque, qui va ensuite servir de prélèvement pour relever donc, les doigts. Donc, chaque côté, on va dire, du carré va servir pour une main. Donc quand on a terminé, on tourne, passe à la main suivante et on va retourner nos fiches. Donc on aura fait nos deux mains. Ce qui veut dire que les deux autres côtés vont servir aux individus suivants, à l'individu suivant. Vous voyez que finalement, bon, c'est assez bien pensé. On a cette petit dispositif qui permet, lorsque l'on a fini de relever la main droite, de relever sur cette seule fiche, tant à gauche d'ailleurs qu'à droite, les empreintes simultanées. Donc on va occulter les doigts pour ne pas salir et l'on va ensuite disposer les simultanés d'une part de la main gauche, puis de la main droite sur la partie qui a été donc prévue sur la petite fiche, donc qui alimentera notamment le fichier de la formule digitale. Selon le type d'infraction, par exemple un vol effraction, on pourra avoir besoin d'une signalisation complémentaire, supplémentaire, pour le compte de la section qui traite des traces. Et comme je vous le rappelle aussi, cette section était présente par un des fonctionnaires qui nous accompagnait. Donc, en plus de la signalisation à laquelle nous venons d'assister, le fonctionnaire de la section des traces allait procéder à un relevé pour alimenter le fichier palmaire et le fichier monodactylaire, c'est-à-dire celui qui va donc permettre des recherches doigt par doigt. Et pour ce faire, donc, il fallait relever les empreintes palmaires sur chacune de ces fiches, donc une fiche pour une palmaire gauche et palmaire droite, donc sur laquelle on reportait l'état civil, bien évidemment, de la personne. Et la totalité de la palmaire était relevée. Et donc, on procédait de cette façon-là en ancrant la totalité de la paume avec le rouleau, tout simplement. Et en principe, le relevé de M. Durand est terminé. Lorsqu'il a terminé, ces fiches-là sont donc associées avec un trombone, mises en attente. L'opérateur continue avec les autres signalisations qu'il aura à traiter. Et l'on confie donc le petit bulletin photo muni surtout de son empreinte digitale prélevée au poste précédent. Confie le bulletin photo à M. Durand qui va faire la queue pour la prise photographique, dernière étape de la signalisation. Bon, donc ici, on est dans l'étape finale, on va dire, de la photographie signalétique. On commence toujours dans ces cas-là par apposer, donc sur cette plaque qui normalement est dégagée, pour apposer donc un index gauche à côté du précédent qui a été relevé dans le premier poste de vérification. Le but, en fait, c'est de vérifier que la personne qui va être photographiée est bien la même que celle qui a fait l'objet de la vérification et de la signalisation. Et en effet, on est dans le dépôt. Donc le dépôt, on a à signaliser un grand nombre de personnes dans un temps limité. On est donc obligé de découper la signalisation en plusieurs étapes. C'est un travail à la chaîne, tout simplement. Et cette découpe est une fragilité, donc un risque d'introduire un doute dans la signalisation elle-même. Normalement, une signalisation bien faite est une signalisation qui est faite de A à Z, d'un bout à l'autre,
de la première étape à la dernière par les mêmes opérateurs. Or ici ce n'est pas possible pour les raisons que je viens d'exposer, donc on va instaurer un système de traçabilité tout simplement, qui est de relever donc l'index gauche et de s'assurer qu'il s'agit bien de la même personne. C'était utile puisqu'on s'est rendu compte de temps en temps qu'il y avait des substitutions, puisque les personnes, comme vous l'avez vu, arrivent à la queue leu-leu. Parfois le dépôt est très important, on peut avoir 10 à 15 personnes en attente. Il peut y avoir substitution de bulletins photo. Voilà. Cette première étape étant réalisée, elle est vraiment capitale. Eh bien, le photographe va ensuite recopier le nom, le prénom de la personne et associer un numéro de cliché. Ce numéro de cliché était autrefois constitué par des chiffres qu'on disposait donc, sur une plaque qui était donc devant la personne à signaliser. Tout simplement aussi, on peut l'inscrire, comme ça c'est fait les 3/4 du temps depuis des années maintenant, on l'inscrit sur une ardoise et la personne dont va présenter l'ardoise, elle sera photographiée avec son ardoise. Donc la personne est installée sur la chaise, qui est une chaise particulière, c'est la chaise de Bertillon, enfin chaise Bertillon entre guillemets, qui est donc conçue de façon à ce que la personne n'ait pas à bouger elle-même. C'est l'opérateur, donc en l'occurrence le photographe, qui va décider de faire pivoter au moyen de cette roue la chaise pour changer la position. Essayez de faire tourner cette chaise, voilà. En fait, on veut un profil parfait. Si on demande à la personne de tourner, de pivoter, elle ne va pas forcément pivoter correctement. Et puis la chaise ne pivote pas toujours. C'est une chaise posée comme ça sur un sol. Enfin, là, par contre, elle est vraiment équipée pour obtenir un profil parfait. Ça nous permet aussi de découvrir, s'il te plaît, merci, de découvrir donc cet appareillage donc, qui est derrière la tête, qui est un appui-tête, tout simplement destiné à maintenir la tête en position parfaitement droite. C'est particulièrement important de faire une photo dans un axe parfait, étant donné qu'une simple modification d'orientation du visage va modifier la forme du visage. Donc on va évidemment fausser le signalement, parce que la photo doit être parfaitement descriptive. Le profil particulièrement permet de reconnaître justement quelqu'un ou de dissocier une personne qui pourrait ressembler à une autre de face. On voit que le profil va permettre de donner beaucoup d'éléments d'identification, en tout cas de comparaison, à défaut d'identifier. Il y a également possibilité de régler la molette verticalement, selon qu'on a affaire à une personne plus ou moins grande. Voilà, donc ceci étant, dès que tout est prêt, eh bien, le photographe peut procéder au déclenchement de la vue. Il n'y est plus, mais on a un marquage au sol qui nous donne un petit peu donc, devant la roue la présence d'un ancien appareil photo qui justement était utilisé au dépôt dans les années 60, 70 et même un petit peu plus. Il y en a eu 2 voire 3 qui se sont succédés dans cette nature. Ils étaient donc fixés sur un pied et ne bougeaient donc pas. Donc on n'était absolument pas tenté de changer la proportion de la photo. Donc là encore c'est très important, la face, le profil et la photo d'attitude sont faits dans les mêmes proportions. Et la seule possibilité était de le faire monter ou descendre, justement en fonction encore une fois de la taille de la personne. Si on allait faire un géant ou si on allait faire un nain par exemple pour prendre des extrêmes, eh bien, on pouvait jouer uniquement sur le mouvement donc, vertical, ascendant ou descendant. Et puis une possibilité de changer également la position de la chambre pour faire une photo d'attitude. Voilà, les 3 photos étant donc face, profil, attitude. Avec à l'époque, jusque dans les années on va dire 2000, la pancarte sur le devant. Alors quelques précisions techniques de fonctionnement. Alors ici donc on a 2 molettes, l'une qui va permettre de régler la hauteur de l'appui-tête, attention à la tête, justement en fonction de la taille de la personne à signaliser. Donc en général on est sur la partie la plus proéminente de la tête pour caler l'appui. Et puis on a également une autre molette qui permet, vous voyez, d'avancer
ou de reculer de façon à obtenir encore une fois un port de tête parfaitement vertical et qui regarde bien droit face à l'objectif. Alors la pancarte également, autrefois on l'a disposée donc de face, ainsi, à peu près à ce niveau-là. Ce qui permettait donc d'avoir une pancarte de taille moyenne, qui obligeait à un minimum de renseignements, car on n'a pas besoin d'avoir 50 renseignements inutiles, on a juste besoin du numéro de cliché, la date de signalisation, le nom et le prénom. Et cette disposition permettait aussi d'éviter d'avoir recours à un outil supplémentaire pour la maintenir, puisqu'à l'heure actuelle, elle est disposée de profil. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le système PP de la préfecture de police. Alors tout cela, donc tout ce circuit qu'on vient de voir, en fait, toujours d'actualité, si vous voulez, dans l'esprit, dans la réalité, dans la technique, on va dire, il a un petit peu évolué, même pas mal évolué, puisqu'on a plutôt affaire maintenant à des outils de signalisation liés à des bornes ou à des terminaux de signalisation qui sont reliés directement au FAED. Donc c'est vraiment une numérisation des empreintes digitales. On prend toujours des photos, mais on passe par la borne de signalisation en fait pour réaliser ces photos. Un petit clin d'œil donc sur un passé un peu plus ancien que je n'ai connu, mais pas si ancien que cela. Les dépôts d'autrefois étaient vraiment énormes, puisque même si on a toujours des dépôts qui peuvent aller jusqu'à 50 individus, 50 voire parfois 60, surtout en fin de semaine, à l'époque ils allaient jusqu'à 80 ou 100. À l'époque, c'est-à-dire avant 1990. 80 ou 100, voire plus, et surtout chaque signalisation, pas forcément toutes, mais beaucoup de signalisations, beaucoup d'individus pouvaient être signalisés 2, 3, voire 4 fois en fonction soit de leur qualité, soit de l'infraction, parce qu'il fallait envoyer des jeux d'empreintes dans des services différents. Je pense par exemple au cas des ressortissants algériens, donc il y avait des accords particuliers avec ce pays qui faisaient que, à la demande d'Alger, il fallait également relever un jeu d'empreintes digitales. Les personnes des pays issus des pays qui étaient autrefois sous mandat français, comme le Maroc ou la Tunisie, donc également pouvaient faire l'objet d'un deuxième jeu d'empreintes digitales. Après, vous aviez d'autres personnes qui, pour des raisons d'infraction, pouvaient être signalisées une deuxième ou une troisième fois. Si, par exemple, elles avaient commis une infraction liée aux stupéfiants ou une infraction liée aux mœurs, ou encore tout simplement une personne étrangère. Donc là, on imagine une personne étrangère qui aurait commis à la fois une infraction pour les mœurs et les stupes, et qui soit également ressortissant d'un pays sous mandat, eh bien, il fallait peut-être réaliser 4 ou 5 signalisations, y compris la signalisation que l'on conservait à l'identité judiciaire. Donc c'était vraiment énorme en fait. A contrario, il y avait très peu de signalisations que l'on appellerait maintenant des signalisations pour le compte des services avant le déferrement. Il y en avait très peu.